à tous, on poursuit cette journée à Vivatech 2019 pour cette 4e édition et nous sommes tout de suite en compagnie d'Alexandre Hanvel. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors Alexandre, tu es directeur recherche et développement chez Ava France, c'est bien ça? Oui, et tu es avec nous parce que nous allons parler maintenant d'un sujet passionnant, la MedTech, un secteur en pleine forme, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous expliquer, Alexandre, un peu ce que fait Ava et ce que tu fais au sein d'Ava? Bien sûr. Donc moi j'ai eu une formation d'ingénieur, je suis spécialisé en machine learning et il y a 3 ans donc j'ai rejoint une petite équipe de Thibaut Duchemin, Peter Duvendans et Skinner Cheng pour développer Ava. Alors Ava, qu'est-ce que c'est, ou plutôt pour qui est-ce qu'on le développe? On a en fait le premier utilisateur d'Ava, c'était Skinner, donc un des cofondateurs, puisque donc Skinner est sourd. Donc pour comprendre ce que les gens lui disent, que ce soit en famille, avec des amis ou au travail, il doit soit passer par l'écrit, soit lire sur les lèvres. Mais lire sur les lèvres, ça donne accès qu'à un quart de l'information. Donc ça peut suffire dans une situation comme celle-ci, voilà, où on est assez proche, on parle face à face. Voilà, mais dès qu'il y a, comme il va y avoir tout à l'heure, 3, 4, 5 personnes, ça devient impossible en fait de suivre la conversation en lisant sur les lèvres. Donc pour lui, la seule solution, c'était de faire appel à un interprète ou un sous-titreur professionnel qui est quelqu'un qui va venir s'asseoir, par exemple ici, et écrire en temps réel ce que chacun dit. Le problème, c'est que bien sûr, ça coûte cher, ça coûte très cher, ça coûte à peu près 100 € de l'heure. Donc c'est pas possible d'utiliser ça pour la vie quotidienne. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde a dans la poche un smartphone. Dans un smartphone, vous avez quoi? Vous avez un micro, un écran et une connexion Internet. Et en fait, avec ça, on a vu la possibilité de changer la vie de Skinner et des 500 millions d'autres personnes sourdes malentendantes. Et donc, on a développé Ava, c'est une application pour smartphone qui connecte tous les téléphones dans la conversation et qui est capable de sous-titrer qui dit quoi en temps réel. Donc, comme des sous-titres à la télévision, mais pour la vraie vie. Et donc, le système indique, voilà, Alexandre a dit ça, Mathilde a dit ça, en temps réel. Et vous avez rejoint Ava il y a combien de temps et qu'est-ce que vous y faites aujourd'hui? La recherche et le développement, ça passe par quoi finalement pour Ava? Donc j'ai rejoint Ava il y a 3 ans. Donc moi je suis responsable effectivement de la recherche et du développement. Donc bien entendu notre produit est extrêmement technique. Donc pour qu'il fonctionne, on doit faire une innovation majeure en fait qui est de rendre de faire en sorte que la reconnaissance vocale qui aujourd'hui marche assez bien si vous êtes tout seul à parler à un téléphone, par exemple Siri ou Google Home, etc., sont des systèmes où une personne parle à un téléphone. Nous, on a créé un système qui fonctionne pour des conversations, où les gens parlent en même temps, se coupent la parole, parlent dans tous les sens. Des interactions humaines, des interactions, la vraie vie en quelque sorte. Et ça, c'est pas quelque chose qui marchait. Et donc, pour faire en sorte que ça marche, on a donc aujourd'hui 3-4 ans de recherche et développement. Ça passe par quoi? Ça passe par faire une étude de l'état de l'art. Ça passe par essayer de se créer des bases de données pour entraîner des systèmes de machine learning. C'est, je dirais presque le même process que suivrait n'importe quelle start-up qui a envie de créer un produit utilisant de l'intelligence artificielle. Avec peut-être une petite spécificité pour nous. On essaie de vraiment mettre l'accent sur ce que veulent les utilisateurs et ils sont eux aussi très enthousiastes pour nous aider nous parce que c'est un produit qui peut leur changer la vie et ça c'est pas forcément le cas de toutes les autres startups. Alors des produits qui peuvent nous changer la vie, il va y en avoir d'autres représentés sur ce plateau par des entrepreneurs qui vont nous rejoindre un à un. Alors je propose à notre premier invité, Alexandre Romuald, de venir nous rejoindre. Alors Romuald, peut-être avant de vous asseoir, est-ce que vous accepteriez déjà d'effacer ce tableau très très sale et de redessiner ce que vous faites et qu'on essaye de deviner avec Alexandre? Oui, allez-y. C'est marrant parce que vous nous dites tout ça et finalement on trouve quand même... Ok. Voilà, comme ça ils seront forcément meilleurs. Alors Alexandre, je ne sais pas si tu vois bien, n'hésitez pas dans le public si vous avez envie de participer, on va vous faire passer un micro. Par ailleurs, n'hésitez pas à commenter et partager cette émission qui est diffusée en direct sur LinkedIn. On y répondra en direct avec Alexandre et les autres participants. Vous avez le droit de parler, vous n'avez pas le droit d'écrire en revanche, Romuald. Tout à fait. Alors, je vois j'allais dire une tortue, mais je vois une souris. Une souris. Pardon, excusez-moi, non, mais parce que pour ma défense, j'ai un projecteur dans les yeux. Le cœur de la souris. Alors jusque-là, c'est pas trop mal quand même.
Le foie de la souris? Oh, et bon appétit. Donc a priori les organes. D'accord. Et que va-t-on en faire? Voilà, que va-t-on en faire? Vous transformez les organes? Les dupliquer? Les implanter? De la transplantation d'organes? C'est un chercheur qui observe? Donc on parle de laboratoire, de R&D, de... Alors, Romuald, je trouve que ce dessin est pas mal du tout. Pour autant, je pense qu'il est temps de nous rejoindre et de nous expliquer de vive voix. Il y avait quand même du niveau, hein. Vous avez vu, on a bien trouvé. Vous prenez un micro, allez-y, et asseyez-vous là, c'est parfait. Alors, Romuald, expliquez-nous ce que vous faites. Vous êtes le cofondateur d'Alvéole, le fondateur? Oui, alors nous, oui. Allez-y. C'est mieux là? Oui, c'est beaucoup mieux. Alors moi, c'est un petit peu particulier, mais ça peut permettre d'orienter le débat. En fait, je ne suis pas le fondateur de la société, mais je suis arrivé il y a 2 ans en fait, dans une société qui a été créée par un company builder, qui est un nouveau mode de financement dans l'écosystème de financement des startups. Et ce company builder crée des entreprises dans le monde de la medtech ou des life science tech, dont Alvéole fait partie. Et j'ai rejoint cette société à partir du moment où le produit créé par ce company builder a été industrialisé, dérisqué sur le plan technologique et mis sur le marché. Et donc je suis arrivé dans cette société, j'ai recruté l'intégralité de la société à partir de l'équipe de R&D jusqu'au développement commercial. Et en quelques mots, Alvéole. Et en quelques mots, Alvéole, on a créé un système qui permet d'améliorer la culture cellulaire en 2 dimensions ou en 3 dimensions au sein des laboratoires de biologie cellulaire. Et donc pour les chercheurs en biologie, avec des applications en médecine personnalisée, drug discovery, pour l'amélioration des tests sur médicaments ou de la médecine régénérative. D'accord, donc c'est vraiment de la recherche. C'est de la recherche pure et dure. Voilà, on est dans de la deep tech, voilà, avec des très longs cycles de financement et d'industrialisation de technologie. Ouais, tout à fait. Alors, vous n'êtes pas le seul invité, Romuald. Je vous propose qu'on accueille les suivants. Thomas, c'est votre regard que je capte. C'est donc à vous de venir pitcher sur ce tableau. N'hésitez pas dans le public si vous voulez participer, essayez de deviner l'activité de Thomas. Alors, un écran d'ordinateur. Jusque-là, j'ai tout bon. N'hésitez pas, hein, Romuald. Est-ce que Thomas, tu peux te décaler un tout petit peu pour qu'on voilà, de dessiner un peu de côté pour que la caméra. Alors, j'ai envie de dire un sein. Voilà. Donc j'imagine, voilà, un danger. Donc peut-être quelque chose lié aux mammographies ou. En fait, je triche complètement parce que je sais exactement ce que tu fais. Donc en fait, c'est trop bien fait, c'est trop facile, donc on n'ose pas. Mais bien sûr. On essaie de laisser planer un peu de suspense. Écoute, viens t'asseoir, parce que je sens que le public n'est pas encore très très chaud à l'idée de deviner, donc explique-nous. Alors Thomas, bonjour, tu travailles chez Therapixel, c'est ça? C'est ça, Therapixel. Donc nous, on fait de la détection de cancer du sein dans les mammographies. Donc les examens que les femmes viennent passer tous les 2 ans à partir de 50 ans pour le dépistage du cancer du sein. Et nous, on fait des algorithmes qui permettent d'aider à la détection de ces cancers précocement dans les mammographies. Et moi, au sein de Therapixel, je suis data manager, donc je m'occupe de récupérer des partenariats cliniques, des hôpitaux, des centres privés pour enrichir ces algorithmes et améliorer au mieux ces algorithmes pour qu'on ait des performances les plus bonnes possibles. Depuis quand on a besoin d'algorithmes pour détecter les cancers du sein dans les mammographies? Alors, pour l'instant, c'est en recherche et développement. Les algos ne sont pas encore en production chez les clients. Donc on n'en a pas encore besoin, mais tout le monde les attend parce qu'il y a une grosse promesse avec l'IA qui est de mieux détecter, de faire moins de rappels et de moins inquiéter les patients dans leur processus de dépistage. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe comment? C'est pas comme ça. Aujourd'hui, une mammographie est soumise simplement au regard humain, c'est ça, du médecin? Exactement. Donc aujourd'hui, la patiente arrive, elle fait son examen et c'est ensuite un radiologue qui vient interpréter la mammographie.
Et là, ce sera un complément pour assister le radiologue dans son dépistage. D'accord, Thomas, très intéressant tout ça. On poursuit peut-être notre petit tour d'invité avec Kevin. Allez Kevin, je sens que tu as envie de dessiner là. J'aime bien parce que vous m'avez tous dit en off, je ne sais pas dessiner, ça va être catastrophique et vous faites quand même des super dessins, même si je sais plus ou moins ce que vous faites. Non? Alors, on va voir ça, Kevin. Alors, jusque-là, nous avons un humain. On est tous très concentrés, hein. Je sens un silence sur ce plateau. Un squelette. Un exosquelette. Un exosquelette, j'entends. C'est ça. Ok, génial. Alors, explique-nous. Tu vois que tu t'en sors pas si mal. Je leur ai rien dit, hein. Ils ont trouvé tout seuls. Merci. Alors bonjour Mathilde, bonjour à tout le monde. Donc effectivement, c'est un exosquelette que j'essaie de dessiner. Alors en fait, je fais partie de la société Ergo Santé, donc le groupe, un petit mot dessus, c'est en gros Ergo Santé, on conçoit et on distribue des solutions ergonomiques en général pour améliorer les conditions de travail des travailleurs donc, valides ou non valides, donc au travers de solutions techniques. Et ma division, c'est la partie donc, Ergo Santé Technologie où on développe un exosquelette, en ce moment en tout cas en partenariat avec la SNCF. Ma spécialité, donc, personnellement, c'est la biomécanique, donc la mécanique du corps humain. Donc voilà, ça fait 3 ans qu'on est sur le développement de cet exosquelette qui est commercialisé depuis le mois d'avril de cette année. Et le déploiement en masse va commencer à partir du mois de juillet. C'est un dispositif qui sert en fait à assister les gens sur les tâches pénibles de port de charge, de travail bras en l'air, de posture contraignante, pencher vers l'avant, ce genre de choses. Et alors, qui l'achète cet exosquelette? Est-ce que c'est des entreprises plutôt, ou pour leurs salariés, ou des particuliers? À qui ça s'adresse? Alors donc, on est sur du B2B, c'est donc des entreprises qui achètent pour leurs salariés. C'est pas des particuliers. On est sur des produits qui ont quand même une valeur, un coût d'acquisition qui est assez élevé. Pas forcément évident pour un particulier d'en avoir un, même si je suis pas contre, pas du tout. Voilà, on est sur des dispositifs plutôt qu'on met en place sur alors en l'occurrence à la SNCF, sur des techniciens de maintenance. Pour donner un exemple concret, un agent qui remplace une semelle de frein sur un train corail, vous voyez ce que c'est un train corail, c'est l'ancêtre du TGV, quoi. Voilà. C'est une activité qui fait en fosse, donc sous le train, avec travail bras en l'air, parce que du coup le train au-dessus de lui. Une semelle de frein, ça fait 11 à 15 kg, c'est quand même pas léger, et donc l'agent doit faire ça sur une durée de 4 heures facilement, sur toutes les roues en gros du train, et forcément c'est hyper pénible en termes donc déjà musculairement parlant, il y a des contraintes qui sont énormes. En plus en termes d'exposition, on est sur des longueurs, des durées assez importantes. 4 heures c'est quand même pas rien, bras en l'air. Et l'exosquelette là-dessus en fait va l'aider à réduire toutes les contraintes qu'il va avoir au niveau des épaules, au niveau du dos, et à essayer de préserver un petit peu sa santé au travail. Donc en fait, votre technologie, elle permet d'aller contre ce fléau de la pénibilité au travail. Et vous êtes en train de nous dire que grâce à vous, ce sera potentiellement la fin de la pénibilité du travail. On lutte contre, après, on essaie d'y travailler, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Kevin. Comme vous le voyez, beaucoup d'innovations majeures et assez incroyables sur ce plateau. Alexandre, allez, c'est à vous. Alors, Alexandre, vous dessinez bien ou vous dessinez pas bien? Dans quel team vous êtes? Ah, voilà. L'inversement étonné. Ok, donc c'est un écran. Ok. C'est pourtant très précis comme dessin, hein. Je sens que merci, j'entends quelque chose de la reconnaissance d'organes. Non, pas du tout. Presque. Reconnaissance faciale. Non, là ça ressemble quelque à chose qui est abîmé.
J'ai entendu fracture, Alexandre. Ouais, moi, je parlais de quelque chose qui est abîmé, mais donc Détection de fracture, ok. Alors, juste, on donc, dirait un c'était paquet une main cadeau, en fait. c'était une main. Ah, C'était bien la team, je sais pas très bien dessiner. Ouais, je sais vraiment pas dessiner. Mais c'est bien, franchement, il y avait de l'idée. Moi, je trouve que t'étais bien parti. La fracture, elle est pas mal en vrai. Elle est pas mal du tout. Raconte-nous. Alors. Tu travailles chez Azmed Ouais, je suis cofondateur et directeur technique d'AZMed. Azmed, on dit. Ouais, AZMed. Ok. On peut dire Azmed, on peut dire tous les noms. Et en fait, le but, c'est de détecter les fractures chez les patients et pour aider les urgentistes et les radiologues. Alors, moi, naïvement, je me dis, c'est-à-dire détecter les fractures, parce qu'aujourd'hui, on les détecte déjà, les fractures. Alors, en fait, certaines fractures sont beaucoup plus dures à détecter que d'autres. Il s'avère aussi que ça prend du temps, beaucoup de temps, de passer du temps à détecter les fractures. En D'accord. fait, le radiologue, il est plus utile, après des années de médecine, à détecter un cancer, à détecter un AVC, à aider le patient, plutôt qu'à passer du temps sur de la bobologie, sur des cas de cassé pas cassé. Et nous, on veut l'aider sur ces tâches-là. Pour lui faire gagner du temps. Du temps et de la performance. D'accord. Ok. Et ça passe par quoi, concrètement? Alors en fait, on veut s'intégrer directement dans la console du radiologue. Que ce soit le radiologue ou l'urgentiste, plutôt qu'en fait, il voit l'image, il cherche où est la fracture, organe par organe, os par os. Directement, il voit où est la fracture. Là, vous dites vous voulez, ça veut dire que vous ne le faites pas encore? En fait, c'est un peu le problème de la medtech, c'est que pour vendre un produit, il faut être certifié et on est en cours de certification. Voilà. D'accord. Et ça prend du temps, la certification. Exactement. Le produit il est prêt, l'algorithme est prêt, il fonctionne, il est en test chez nos partenaires, mais pour le commercialiser, il faut encore un peu de temps. D'accord. On va y revenir sur ces problèmes liés à la medtech. Avant ça, j'accueille notre dernier invité, Jean-Christophe. C'est à vous. Allez, c'est le dernier pitch. On y va. Oh, équipe dessine pas bien. J'aimerais bien rencontrer l'équipe dessine bien parce que jusqu'à maintenant, personne n'ose se mettre dans cette équipe. Infirmerie un hôpital. avec le H, c'est plus facile quand même. Une sortie d'hôpital. Donc le retour à la maison. Rééducation. Qu'est-ce qu'on fait quand on sort de l'hôpital? Une prescription. Une piqûre, infirmière. Exactement. Donc ça veut dire qu'on... Ok, vas-y, viens Jean-Christophe, explique-nous. Merci. Alors, merci beaucoup, bonjour à tous. Je suis Jean-Christophe Klein, le cofondateur et directeur général du coup de la société qui s'appelle Libéraux, des héros des soins à domicile. Et donc, qu'est-ce qu'on fait chez Libéraux aujourd'hui? On est aujourd'hui l'acteur central de l'organisation des soins et de la santé à domicile pour tout type de patients. En France aujourd'hui et à l'international prochainement, que j'ai co-créé il y a maintenant environ 3 ans avec Florence Herry, qui est infirmière de formation. Donc ça vient vraiment d'un besoin qu'on a identifié sur le terrain. Donc Florence, en tant qu'infirmière qui a exercé à l'hôpital et à domicile, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie problématique sur l'organisation des soins et de la santé à domicile des patients, notamment en sortie d'hospitalisation. C'est-à-dire que le patient aujourd'hui est un peu lâché dans la nature quand il sort de l'hôpital. On dit, toi patient, tu as une prescription pour des soins infirmiers par exemple, et c'est débrouille-toi. Et cette problématique du débrouille-toi, je l'ai vécue au sein de ma famille parce que mon grand-père, quand il avait un cancer du poumon, ma maman a mis à peu près 1 semaine à trouver une infirmière à domicile pour lui. Et cette problématique se montre aussi par des chiffres qui sont hallucinants. Aujourd'hui en France, il y a 12% des urgences hospitalières, ça fait quand même à peu près 3 millions de personnes par an en France, qui retournent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas pu organiser leurs soins à domicile. Donc c'est juste hallucinant. La seconde statistique dit que dans le cadre des sorties d'hospitalisation, dans 70% des cas, le premier soin prescrit à domicile n'est pas fait. Par manque de visibilité sur c'est quoi l'offre du soin à domicile, comment je fais pour trouver un infirmier, etc. etc. Et donc voilà, nous on est vraiment cet acteur central qui permet du coup d'organiser tout ça. Donc voilà, les soins infirmiers, kinés, mais on va au-delà avec la location de matériel médical, la livraison de médicaments, le service à la personne, les transports, enfin en fait l'ensemble des différentes choses qu'un patient a besoin pour rentrer chez lui de manière sécurisée et pouvoir bien guérir chez lui à domicile. Et alors, qui paye? Très bonne question.
Qui paye? Aujourd'hui, on fonctionne essentiellement sur notre pilier principal, c'est on fonctionne en freemium côté patient. Donc, côté patient, on a 2 offres, Libéraux Patient et Libéraux Patient Plus. Libéraux Patient, c'est le patient qui est en autonomie sur notre site libéraux.fr, sur lequel il va pouvoir organiser son soin infirmier, faire une demande pour du matériel médical, etc. Et à côté de ça, on a lancé une offre Patient Plus, qui est vraiment une offre dédiée d'accompagnement patient, un peu une offre de conciergerie de la santé à domicile du patient, où il nous émet son besoin et c'est nous qui organisons tout pour lui. Encore une fois, il faut se mettre dans la tête d'un patient, alors c'est pas toujours facile à faire, mais un patient qui sort de l'hôpital il est dans une situation stressée, il se dit il faut que je trouve une infirmière, on ne me donne pas beaucoup d'infos, donc là on se positionne comme ce côté accompagnateur et ça c'est une offre qui est payante. Cette offre est payante, elle peut être payée soit en direct en B2C par le patient lui-même ou par son proche aidant, mais on travaille également avec des assurances et mutuelles ou avec des labos pharmaceutiques qui ont plutôt vocation également à financer cette prestation pour que les patients, pour qu'on puisse faciliter la vie et le quotidien de ces patients. Alors moi, quand je vous vois tous là, je trouve vos ambitions tout à fait louables. Soit vous voulez aider les médecins, soit vous voulez combler un manque sur un marché, implanter un marché qui n'existait pas. Pourtant, je me pose quand même la question, comment les professionnels de santé voient vos innovations? Est-ce que ça leur fait peur? Est-ce qu'ils n'ont pas la crainte d'être remplacés à un moment donné? La crainte légitime, par ailleurs, d'être remplacés? Je pense qu'avec Alexandre, on peut parler un petit peu à ce sujet-là. L'IA, c'est quelque chose qui peut faire peur parce qu'on voit de plus en plus que certains algorithmes arrivent à avoir des performances meilleures que celles des radiologues. Et du coup, le radiologue, il se demande est-ce que demain, on ne va pas me remplacer dans mon métier? Nous, on pense que d'un premier côté, on a besoin des radiologues pour apporter ces innovations dans le pratico-pratique. Donc, le radiologue ne sera pas remplacé en tant que tel. Et ensuite, ça va aussi permettre aux radiologues de se recentrer sur le patient en tant que tel. Donc on ne va pas les remplacer, mais on va modifier un petit peu les métiers. Donc les métiers de la santé vont se modifier un petit peu avec ces nouvelles innovations. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Thomas. Je voudrais juste rajouter que justement, en fait, il y a un nombre d'images qui a explosé ces dernières années. Et en fait, que pour analyser toutes ces images-là, les seules personnes qui peuvent, la seule façon de les analyser entièrement, c'est des machines. Il y a beaucoup trop d'images qui ne sont pas analysées dans les hôpitaux. Et l'IA, en fait, va permettre de combler ce manque. Et le but, c'est de rester une aide et de ne pas remplacer le radiologue, que ce soit le radiologue ou l'urgentiste, pour nous. Donc ça, c'est ce que vous voulez faire, mais comment est-ce que c'est perçu ou plus précisément, est-ce que voilà, les petites parties qui sont aujourd'hui du travail du radiologue, comme par exemple analyser ces images, si demain ils ne les font plus, est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils en sont contents? Est-ce que c'est finalement une des raisons qui les ont poussés à exercer ce métier et ils se retrouvent à faire un métier de technicien dont ils ne veulent plus? Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Alors, le radiologue, c'est un médecin. Je pense que son idée de base, quand il a choisi son métier, c'est d'aider le patient, de sauver des vies. C'est pas que d'analyser des images. Et je pense que justement, il est devenu un peu un technicien et qu'on veut l'aider à ne plus l'être. C'est un peu ça qu'on cherche. Nous, on le voit, quand on a commencé à faire AZMed, à créer AZMed, on se faisait refouler de tous les radiologues. On a besoin de radiologues pour nous aider. Aucun voulait nous recevoir. Aujourd'hui, ils nous accueillent les bras ouverts. Ils veulent travailler avec nous, au moins ils sont curieux de savoir ce qu'est l'IA, de comment ça va arriver, quand ça va arriver et à quoi ça sert. Ça ne les dérange pas qu'aucun de vous, alors vous êtes chercheur, c'est un petit peu différent, mais aucun de vous n'est vraiment médecin, c'est-à-dire que vous jouez sur leur terrain de jeu et vous n'êtes pas des médecins, vous êtes des entrepreneurs. Est-ce que ça ne pose pas une question éthique, d'une part, et la responsabilité dans tout ça? Tu veux commencer? Tu veux commencer? Alors en fait, on travaille beaucoup avec eux. On n'a pas le choix, on ne fait pas un produit dans un coin et on ne leur demande pas leur avis. C'est pas comme ça que ça marche et c'est pas le but, quoi. Donc notamment pour monter une étude clinique, on va les impliquer, savoir qu'est-ce qu'eux ils attendent, pourquoi est-ce qu'on va les aider demain. Parce que la détection c'est une chose, mais ça peut être réduire le temps, ça peut être réduire la main d'œuvre. Enfin, il y a beaucoup de potentialités où du coup le médecin doit être impliqué. Pour entraîner les algorithmes aussi, on a besoin d'avoir des radiologues qui viennent annoter les images et nous dire où est-ce qu'est le cancer dans l'image. Donc ils sont impliqués avec nous et ils ne sont pas mis en marge. Donc on leur propose des améliorations et eux ils nous critiquent sur ce qu'on fait ou ils nous conseillent, ils nous orientent. Donc on a beaucoup de radiologues, pas dans la boîte directement parce qu'on ne justifie pas d'avoir un seul radiologue. Il nous en faut plein pour avoir plein d'avis divergents. Donc on les a plutôt en conseil un à un.
Et c'est possible d'emmener une start-up dans cet écosystème-là avec ses objectifs de rentabilité, sa résilience économique, tout en respectant le côté éthique? Alors, c'est une vraie bonne question, hein. Pour rappeler, on est dans le secteur de la santé. Qui dit santé, c'est s'occuper de patients. Si on ne fait pas ce qu'on veut avec les datas, il y a un ensemble de choses derrière qui sont très spécifiques à ce secteur. Il y a aussi une certaine conduite au changement à apporter à ces professionnels de santé. Ça rejoint un petit peu la question que tu mentionnais il y a quelques secondes. C'est leur faire comprendre avec l'innovation, avec la technologie, avec le digital, etc., c'est plus des outils qui ont vocation à les aider. On n'est pas là pour venir les suiser. Voilà, on a besoin d'eux ici, et je rejoins ce que tu disais il y a quelques secondes. Donc voilà, on a besoin de s'appuyer sur eux, mais par contre, il faut leur montrer qu'on a une vraie légitimité sur le secteur sur lequel ils exercent. Et je pense que typiquement, c'est une force aussi qu'on a nous chez Libéraux, c'est qu'on a été créé par une infirmière, on sait de quoi on parle, on essaie de toujours répondre au plus proche de leurs besoins du quotidien. Mais voilà, après, tu prends ton point, on est des startups, on a aussi des objectifs de croissance, on a tous envie de cartonner, on a tous envie d'être les meilleurs sur les secteurs sur lesquels on évolue. On a aussi des coûts, du coup, derrière. Ça ne se fait pas comme ça. Donc voilà, c'est aussi important, je pense, de faire comprendre aux acteurs de l'écosystème dans lequel on évolue, c'est-à-dire celui de la santé, ça va aussi avec les pouvoirs publics, etc., de leur faire comprendre qu'on a des contraintes spécifiques. Typiquement, un hébergeur de données en santé, ça ne coûte pas le prix d'un hébergeur normal. Donc on a des coûts spécifiques derrière et que on a certainement tous besoin, je pense, de coups de pouce spécifiques pour qu'on puisse aller encore plus vite et encore plus rapidement et facilement aider les personnes dans leur quotidien. Alors, on parlait tout à l'heure de certification. Dans le monde de la santé, il y a beaucoup de choses qui prennent du temps. On parlait de financement tout à l'heure. Comment est-ce que vous faites pour avoir le temps? Comment est-ce que vous faites pour avoir le temps de faire les choses bien, d'avoir un produit technique qui fonctionne et de travailler en respectant, en cochant les cases, en respectant la sécurité des données, la confidentialité des données? Alors, comment on a le temps? Ça veut dire qu'on doit lever des fonds, on doit se faire aider. On a la chance d'être en France, dans lequel on peut recevoir pas mal d'aides, des concours de la BPI, du gouvernement. Donc on fonctionne avec ça. On doit trouver des investisseurs qui vont nous supporter. Et après, il faut aller le plus vite possible. En fait, on reste comme des startups. Donc on a les mêmes contraintes que les autres startups. Voilà. Juste, il y a un peu plus d'incertitude vu qu'on est dans le médical. Romuald, du côté de la biologie et de la recherche, vous faites le même constat? Je voudrais pas paraphraser, mais je pense qu'effectivement, le temps s'achète avec l'argent qu'on est capable de lever. Après, que ce soit dans le domaine de la medtech ou de la life science tech, ce qu'il faut peut-être juste voir et prendre en considération, c'est les temps de mise sur le marché, les contraintes réglementaires qui ne sont pas les mêmes que dans le monde du digital aujourd'hui qui nous entoure, avec des retours sur investissement qui vont plutôt être de l'ordre de 7 à 10 ans, ne serait-ce que pour mettre au point une technologie. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre d'Alvéole, on a mis 5 ans avant d'aboutir à un produit qui puisse être industrialisé, robuste et fiable et proposé aux laboratoires de recherche. Donc durant ces 5 années, il a bien fallu trouver des modes de financement qu'on continue à trouver maintenant dans une deuxième phase de développement commercial international. Voilà. Alors, on en parlait tout à l'heure rapidement, mais j'aimerais bien revenir sur ce point. C'est qui dit big data dit données dans le secteur médical qui est quand même soumis au secret médical, tout simplement. Comment on fait pour rassurer, comment on fait pour sécuriser les patients aussi, des patients qui, rappelons-le, ont aussi besoin d'interactions humaines, donc qui peuvent avoir peur de voir filer leurs données et leurs échanges, leurs contacts. Alors, je pense qu'il y a plusieurs points derrière cette question, hyper importante. Déjà, on est tous soumis à un cadre réglementaire important. Alors, au-delà du côté RGPD qui s'applique à n'importe quel type de start-up ou société, il y a le sujet de données de santé, donc qui nécessite que l'ensemble de nos données soient hébergées HADS, etc. Je pense que c'est aussi un sujet générationnel. Il y a un sujet aujourd'hui où des personnes un peu plus âgées aujourd'hui qui vont utiliser des solutions digitales sont un peu plus réfractaires à se dire quelqu'un va avoir accès à mes données, alors que des personnes peut-être un peu plus jeunes qui ont déjà cette habitude depuis qu'ils sont nés d'avoir un smartphone dans les mains, etc. Pour eux, ça leur paraît normal. Donc il y a un certain côté, je pense, prise de conscience auprès des utilisateurs, de leur faire comprendre que les data, c'est aussi du bon, à partir du moment où les cadres réglementaires et le maximum de sécurité sont mis en place.
et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc nous, on avait fait le choix chez Libéraux dès le début, dès nos premières phases pilotes, on s'est dit on ne met rien en place, on ne met rien en prod, en live, tant qu'on n'était pas hébergeur agréé de données de santé, enfin en tout cas hébergé chez un HADS, ce qui a d'ailleurs retardé de quelques semaines et quelques mois nos premiers pilotes avec les premières cliniques avec lesquelles on a travaillé. Mais voilà, c'était un choix qu'on a fait et je pense que ça permet de mettre un cadre rassurant, pour reprendre les termes que tu utilisais, je crois, auprès des patients, mais auprès de l'ensemble des utilisateurs et de l'écosystème. Et ce qui, je pense, sont hyper importants. Alors là, on est au sein de Vivatech, il y a à peu près tous les pays du monde qui sont représentés. L'innovation française, sur quel point est-elle en retard ou a-t-elle besoin de se développer par rapport à ses concurrents du reste du monde ? Notamment, alors nous en IA, on n'est pas les plus avancés, on n'est pas totalement en retard, mais il y a encore beaucoup de points où on pourrait être meilleur réglementairement. Donc là, on est en train de faire des pas en avant, la RGPD, ça avance. Mais c'est vrai qu'on bloque un petit peu parfois l'innovation en mettant des règles assez fortes. Je vois un peu le problème des certifications et du temps long dont on parlait oui, aussi. Tout à fait. Et typiquement aux USA, ils vont accepter un petit peu plus facilement les algos d'IA avec des études un petit peu plus borderline. Alors il y a les pour et les contre, parce que le pour, c'est que ça fait avancer l'innovation. Le contre, c'est qu'après, il y a aussi des choses mauvaises qui rentrent sur le marché. Donc là, on a des problèmes d'éthique et des problèmes d'algo qui ne marchent pas très bien. Donc il faut prendre le wagon, c'est-à-dire quand même accepter que l'innovation arrive, accepter qu'on exploite des données et accepter qu'il y ait des produits qui sortent pour que nous, en tant que start-up, on puisse se développer face à la Chine et aux USA qui, eux, prennent des routes réglementaires un peu plus rapides. Je pense qu'il y a aussi du bon en France, c'est ce que tu mentionnais il y a quelques minutes. Il y a du bon, il y a le sujet, on a quand même la possibilité d'avoir accès à pas mal d'aides, des aides financières notamment ou autres. Effectivement, sur le moins bon, je pense qu'il y a d'autres pays qui sont meilleurs que nous, notamment du secteur de la santé. Je pense aux pays scandinaves, où ils sont pas mal déjà plus avancés sur les sujets, que ce soit medtech ou e-santé au global. Donc ça, je pense que ça sera un vrai point sur lequel on pourrait s'améliorer. Alors, on espère que ça va être le cas avec le nouveau plan Santé 2022 et le virage numérique qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. On va voir ce que ça va donner. Et l'autre point, je pense que ce qui sera important, c'est qu'en France, on voit quand même qu'en général, dans les grands groupes, que ce soit public ou privé, les cycles de décision sont quand même assez longs. 6 mois dans une start-up, c'est pas 6 mois dans un grand groupe. Donc voilà, je pense s'il pouvait y avoir une certaine prise de conscience auprès de ces acteurs-là, de se dire, nous, start-up, on est capable d'aller vite, on est capable d'être agile, on est capable aussi de vous aider, de vous accompagner. Donc c'est peut-être nous faire encore un peu plus confiance sur ce qu'ils le font aujourd'hui, et je pense qu'on serait capable, en tout cas, de les aider à aller plus vite et accélérer également, eux, de leur côté, sur leur déploiement et développement. Alors le temps file, on va devoir se quitter, mais avant de vous laisser, je voulais juste une dernière question. Qu'est-ce qui aujourd'hui est de l'ordre de la science-fiction en termes de medtech et qui sera possible demain ? Et là, je vous invite à réfléchir sur ce qui était de l'ordre de la science-fiction hier et qui est possible aujourd'hui peut-être, notamment Kevin et Romuald, qu'on n'a peut-être pas beaucoup entendu sur ce plateau. Oui, là c'est peut-être une question pour moi du coup aussi. Je dirais par rapport à la science-fiction, les exosquelettes forcément, Iron Man, Robocop. Mais ça, c'est le présent ? Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que techniquement, on est capable de faire des choses qui sont assez incroyables et assez proches pour les plus grosses sociétés, Cyberdyne par exemple, de ce qu'on voyait à l'époque, en tout cas en science-fiction. Sauf que c'est pas des choses qui sont viables forcément économiquement. Nous, ce qu'on a développé, enfin la solution qu'on développe là, c'est quelque chose qui doit être abordable parce que le but du jeu, c'est de le vendre. Il y a des solutions comme celle de Cyberdyne, donc le HAL, qui est pas inintéressante du tout, mais qui est une solution complètement, qui est avant-gardiste et du coup qui est pas forcément très abordable. D'ailleurs, qu'ils vendent pas, je crois. Tout simplement, ils le louent. C'est pas, si on se réfère en tout cas que au cinéma, c'est pas les exosquelettes d'il y a 10 ans au cinéma sont aujourd'hui disponibles. Ça, c'est impossible. C'est dans et ça 50 ne sera ans. jamais. Ça, non, difficilement. Ouais. Enfin, si on sort du cadre de la science-fiction même, c'est pas possible à mon sens. Après, tout dépend des films. Si on est vraiment dans la science-fiction pure, c'est complètement improbable. Par contre, si on est dans des choses peut-être un peu plus réalistes avec des films basés sur des histoires liées à la robotique, liées à l'homme augmenté. Donc là, je sors un peu du cadre de l'exosquelette, l'augmentation vraiment humaine. Là, je pense qu'on risque de tendre vers ça, ouais, et dans un avenir qui n'est pas forcément si lointain. Voilà, donc ça fait un peu peur, je pense, à tout le monde, mais je pense qu'on y arrive quand même.
Romuald, peut-être Oui, alors si c'est très calqué sur Alvéole, mais nous on a une très grande ambition, c'est d'essayer de sortir du côté confidentiel de la recherche et d'apporter notre technologie au plus grand nombre et que ça puisse finalement bénéficier à des patients et pas seulement aux chercheurs. Et c'est nous, notre ambition, c'est par exemple de pouvoir créer des avatars de modèles cellulaires qui puissent être testés très rapidement à l'hôpital dans le cadre de la médecine personnalisée pour augmenter les taux de réussite de traitement dans le cadre de thérapies multiples, type cancer du sein. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce plateau. Je crois qu'on a des pitchers. On n'a Ouais, pas de pitchers, on a des pitchers. Vous parliez d'une science-fiction qui arrivera dans un avenir pas si lointain, dans un avenir encore plus proche. On a des pitchers. Je crois qu'on commence avec Xavier. Xavier, tu as compris le principe? Je te garde ta sacoche. Et c'est à toi de jouer. Alors, allez-y, je vous en prie, vous pouvez effacer le beau dessin de... Qui est entré en dernier? Jean-Christophe. Très beau dessin, Jean-Christophe. Non, vraiment, je tiens à rappeler que vous êtes tous des très bons dessinateurs. Donc c'est un être humain, peut-être décalez-vous un tout petit peu si vous arrivez à dessiner sur le côté, voilà, comme ça tout le monde... Non, sur ce côté-là, voilà, super. Un visage, une oreille. Un tympan. Un implant, un appareil auditif, des écouteurs, Une oreille connectée, j'entends. Oreille connectée. C'est pour les coureurs. C'est pas grave. du coaching, On a eu oreille connectée. Non, on a eu C'est écouteurs, du- pardon, sur mesure. du on a coaching eu- en live pour courir. Non. Bon, c'est des embouts sur mesure pour les écouteurs de musique. Donc en fait, le principe, c'est quoi? On est parti du constat que voilà, souvent les coureurs c'est qu'il y en a 70% qui se plaignent toujours de l'inconfort et de la stabilité des écouteurs durant la pratique sportive. Il n'y a pas que pendant le sport, mais du coup, nos early adopters, ils sont quand même là. Et du coup, on est parti de ça et on s'est dit, tiens, pourtant, il existe plein d'autres solutions. Il y a des casques, il y a plein de choses qui existent, mais les coureurs préfèrent courir avec des solutions intra-auriculaires. Du coup, on a développé en fait la capacité à travers un smartphone donc de capter en fait chacune de ses oreilles. Donc en 7 secondes, on fait le tour de chacune de ses oreilles et nous on extrait en fait à travers des différents algorithmes courbure de l'oreille, longueur, diamètre du canal auditif et du coup on fournit des embouts sur mesure pour les écouteurs de musique. Donc du coup vous voyez, je sors, j'ai la chance d'avoir quelques protos. Donc là vous voyez par exemple c'est pour les modèles Bose. Donc vous voyez on a les embouts ici qui sont parfaitement adaptés en fait à ma courbure justement de mon oreille, du coup que je peux fixer et là je peux partir, je peux faire le tour, aucun problème de stabilité, je peux bouger dans tous les mouvements. Donc voilà, ça se passe directement depuis votre smartphone. On va être aussi dans les magasins de running, on lance mardi 21 et du coup voilà, en 7 jours on est capable de prendre l'acquisition, ensuite on traite les données, on fait l'impression 3D en silicone des produits adaptés pour les écouteurs du marché. Mortel. Pas cher. 59 €. Je vais pouvoir me remettre à courir du coup. Ah, bah voilà. C'est un encouragement pour tous ceux qui ont du mal à s'y mettre. En fait, c'est bien connu, les gens ne courent pas parce que leurs écouteurs ne tiennent pas. C'est vraiment seulement pour ça Ah bah qu'ils moi, ne font c'est pas de ça, sport. Mais oui, bien sûr. Merci beaucoup Xavier d'être venu pitcher sur ce plateau. Mathilde, Thomas, ouais, on court vers la conclusion, mais avant ça, il y a Jonathan qui est avec nous. Je prends les sacs de tout le monde. Tu as récupéré ta sacoche. Ok. Bonjour Jonathan, bienvenue. Alors je vous en prie, allez-y. Alors d'abord peut-être effacer le dessin peut-être de Xavier parce que vous allez être embêté sinon. Ah non, vous avez effacé mon beau Pictionary. Pas grave, je réécrirai. Allez-y, vous avez une craie? Ah oui, c'est le principe. Là, vous venez sur le plateau, vous dessinez. Oui, j'ai déjà entendu 30 ça tout à l'heure. secondes. Donc un tableau avec 6 colonnes. Alors si vous dites en même temps ce que vous faites, c'est un peu de la triche. Excel. J'entends Excel dans le public. Non. Allez-y, C'est allez-y, c'est une pas grave, vous semaine. découragez pas. Alexandre Tati, Ouais, je vois 7 colonnes, donc je pense à une semaine. une semaine, c'est bien ça, ouais. Alors, logo.
Il y a Alors, du Logos, monde. Ça doit être le nom de... Non? D'accord. T'accompagnes des boîtes. Oui, donc l'idée, c'est que ce tableau représente l'ensemble des solutions Martech du marché. Il y en a 7000, et donc c'est un tableau qui est assez connu, qu'on voit souvent sur LinkedIn, qui représente les 7000 solutions SaaS de l'environnement Martech. Et donc, voilà, donc notre boîte SaaS Advisor fait du conseil en solutions SaaS. Et on est parti du principe qu'il y avait un point de tension entre, d'un côté, l'explosion donc du nombre de solutions SaaS avec ces 7000 entreprises qui représentent l'écosystème Martech, et de l'autre côté, l'injonction qui est faite aux directions marketing de se transformer et qui donc ont besoin de solutions, mais ont un problème à détecter les bonnes solutions dans cet univers avec des milliers de logos. Donc. Bon, avoue, Mathilde, qu'on n'aurait pas mieux dessiné. Jonathan, merci à tous d'avoir été avec nous sur ce plateau. Voilà, Vivatech jour 1, ça se poursuit toujours sur la page Facebook de WeDoBiz. Si vous avez des questions, des envies de commenter, de partage, n'hésitez pas. Quant à vous, on vous retrouve peut-être ici ou ailleurs. En tout cas, on va vous suivre de près pour voir ces innovations. Merci à tous d'avoir été là et à très vite sur la page Facebook de WeDoBiz pour de nouvelles émissions. Bravo.